Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce premier webinaire Syndex. Donc Syndex, cabinet d'expertise comptable auprès des comités d'entreprise et des futurs CSE. Nous accompagnons donc les élus dans le cadre de toutes les interventions qu'ils souhaitent nous voir mener pour les aider à mieux comprendre les politiques sociales, économiques et financières qui sont mises en place dans leurs entreprises. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder la question de la politique de rémunération dans la consultation sur la politique sociale. Et je suis donc Julien Gournet, je suis membre spécialisé sur les questions sociales et je suis accompagné aujourd'hui de Tanguy d'Orange à mes côtés qui répondra à vos questions sur le chat. Alors n'hésitez pas dès maintenant à poser vos premières questions sur le chat et on apportera des réponses à la fin de cette présentation. Pour débuter cette présentation, je vous propose d'abord de s'intéresser à cette fameuse consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi que le législateur a défini à travers 8 thématiques que vous êtes en droit d'aborder dans ce cadre. Alors, il y a les conditions de travail, les qualifications, l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage, les programmes pluriannuels de formation, les actions de prévention et de formation, l'évolution de l'emploi, le temps de travail et bien sûr l'égalité homme-femme. Et comme vous pouvez le constater, le thème de la rémunération n'est pas abordé directement à travers cette question de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi. Alors, ne vous inquiétez pas, puisque même si le législateur n'a pas indiqué clairement le thème des rémunérations, c'est un sujet qui peut être tout à fait transverse à d'autres thématiques abordables, notamment les qualifications, les conditions de travail, l'évolution de l'emploi, le temps de travail, bien sûr, et l'égalité homme-femme. Ces 5 thèmes ont des liens directs avec le sujet des rémunérations. Et donc, il est tout à fait possible, à travers la consultation sur les politiques sociales, conditions de travail et emploi, d'aborder la question des rémunérations pour vous permettre de mieux comprendre les systèmes et les dispositifs mis en place dans vos entreprises. Cette question des rémunérations, elle est aussi en lien directement avec l'ensemble des négociations que vous allez mener par la suite, et notamment la question de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ce que nous, Syndex, nous pouvons vous apporter dans ce cadre-là, c'est d'abord à travers l'information consultation sur la politique sociale, des éléments d'analyse des systèmes de rémunération mis en place dans votre entreprise, vous aider aussi à décrypter les politiques RH de rémunération, mais aussi sur l'ensemble des thématiques qui peuvent être abordées dans le cadre de cette procédure d'information-consultation. Et bien sûr, ensuite, vous aider, si vous le souhaitez, à rédiger des avis et à formuler les vœux d'amélioration des politiques sociales en vigueur dans vos entreprises. Et tous ces éléments-là sont des éléments essentiels, voire indispensables, pour vous permettre de mener à bien vos négociations, dans lesquelles aussi nous pouvons vous accompagner à travers un accompagnement, vous aider à structurer et à organiser vos négociations, des éléments de chiffrage qui vous permettent de vous préparer et de construire vos revendications, de l'aide à la stratégie pour définir les meilleures tactiques dans le cadre de ces négociations et bien sûr à la fin la rédaction des accords. Et quand on parle de négociation, on a évidemment 4 éléments principaux qui sont au cœur de la négociation, le salaire de base, mais nous vous invitons très largement à élargir vos négociations, puisqu'il n'y a pas que le salaire de base, mais vous avez aussi l'ensemble des instruments de rémunération qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur cette question-là. Sur la question du pouvoir d'achat, c'est un élément essentiel de la négociation, mais on peut aussi aller plus loin en élargissant le spectre à travers la question sur l'équité salariale et la reconnaissance collective. Sur les questions d'augmentation, on peut aussi pousser la démarche et la réflexion et s'interroger sur les processus de gestion de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ainsi que les grilles de salaire qui sont mises en place et comment elles sont amenées à évoluer. Et enfin, sur un des éléments aussi majeurs des négociations sur les salaires, l'inflation, il convient de s'intéresser aussi à l'ensemble des informations économiques et sociales pour définir quelles sont les marges de manœuvre réelles de votre interlocuteur et les vôtres dans le cadre de ces négociations. Donc, Syndex, nous organisons tous les ans des matinées débats pour vous aider à bien vous préparer à ces négociations. Je vous invite à vous rendre sur le site syndex.fr pour retrouver toutes les informations et pour venir nous rencontrer dans ces matinées débats. Sur la question, à travers l'information consultation, que pourrait m'apporter Syndex
dans cette procédure. D'abord, il convient de parler de notre approche de la question des rémunérations et qui passe d'abord par une mise en évidence de la structure des rémunérations et de ses évolutions pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans vos entreprises et qui nous amène par la suite à interroger, décortiquer, décrypter la politique de rémunération que met en place votre employeur. Et enfin, et si vous le souhaitez, vous aider à formuler des préconisations d'amélioration de ces politiques, notamment en termes de transparence ou d'équité. Beaucoup d'élus se posent un certain nombre de questions sur cette thématique de la rémunération, notamment des questions qui peuvent concerner la progression des salaires en lien avec les accords qui ont été signés. Sont-elles conformes à ce que nous avions décidé dans le cadre de nos dernières négociations? Et aussi, bien sûr, comment ces salaires ont progressé sur l'année par catégorie professionnelle, par métier, par exemple. À ces questions-là, nous pouvons apporter des éléments d'information, notamment en allant vérifier la bonne application des mesures présentes dans vos accords. Et accessoirement, on se rend compte parfois que l'esprit de l'accord a peut-être été interprété différemment par la direction. Donc, c'est un enjeu majeur d'aller vérifier la bonne application des mesures que vous avez négociées. Et ensuite, d'analyser les évolutions salariales selon les critères les plus pertinents dans vos entreprises et dans vos collectifs de travail, pour vous permettre d'avoir la meilleure vision possible de vos systèmes de rémunération et de la façon dont se positionnent les salariés. Pour vous donner quelques exemples de traitement et d'analyse que peut apporter l'expert dans ces cadres-là, vous avez ici deux exemples. Le premier exemple du dessus vous montre une répartition des salariés et du taux d'augmentation dont ils ont bénéficié. Chaque trait représente un salarié, chaque trait vert. Et vous avez le trait rouge qui vous montre l'enveloppe. On constate qu'il y a une répartition des salariés par tranche d'augmentation qui est, dont certains sont en dessous de l'enveloppe définie, et un certain nombre de salariés qui ont bénéficié d'augmentations très importantes, décorrélées de l'enveloppe, et sur lesquelles il y a un intérêt à se poser la question du système d'attribution des augmentations individuelles. Vous avez un autre exemple en dessous qui présente une dispersion des taux d'augmentation, cette fois par niveau de classification, et on peut se rendre compte en effet qu'il y a des écarts selon le niveau de classification, avec notamment certains coefficients où les dispersions sont très importantes, avec des augmentations qui oscillent entre 0% et 20%. Et ça permet de s'interroger sur les catégories de personnel qui ont plus ou moins bénéficié des enveloppes qui ont été négociées. D'autres questions peuvent se poser, et d'ailleurs se posent régulièrement aux élus, c'est la question des primes et de rémunérations variables. Comment se répartissent ces primes et ces rémunérations variables au sein de mon entreprise et qui en bénéficie? Et surtout, ce système est-il juste et équitable? À ces questions-là, nous, Syndex, pouvons aussi vous apporter des éléments de réponse, notamment en allant analyser les sommes qui sont versées aux populations salariées par catégorie et par type de prime, pour vous donner une bonne visibilité sur les dispositifs de prime en vigueur. Interroger la direction sur les pratiques d'attribution de ces éléments pour comprendre comment les salariés bénéficient de ces augmentations et comment le management et les directions participent au dispositif d'attribution. Décomposer les masses salariales pour évaluer le poids de ces éléments variables et vous donner une vision de l'importance de tel ou tel élément dans la rémunération globale. Pointer, bien sûr, les possibles effets pervers des processus d'individualisation des rémunérations, que ce soit sur les conditions de travail, sur les climats sociaux au sein des équipes, sur la question de la reconnaissance et sur tout un tas d'autres éléments qui pourraient vous sembler susceptibles d'être impactés par ces processus d'individualisation. Et enfin, et j'ai envie de dire toujours, proposer des pistes d'amélioration des dispositifs pour plus de transparence et plus d'équité dans vos entreprises. Un exemple d'approche qui permet en effet d'interroger la question de l'équité, vous avez ici un graphique qui vous montre pour une population de cadres un pourcentage de bénéficiaires de primes de performance. Et on se rend compte que les cadres niveau 3C et niveau 4A sont beaucoup plus bénéficiaires de ces primes de performance, ce qui pose la question, alors que ces primes de performance sont censées être définies selon des objectifs, les cadres 3C et 4 sont-ils plus performants que les autres salariés? Et là, ce sont des questions qui amènent des échanges avec votre direction pour permettre d'expliquer ce qui pourrait apparaître comme une anomalie, comprendre les raisons de cette situation et réfléchir à des dispositifs d'amélioration et de transparence sur ce dispositif d'attribution des primes de performance.
D'autres questions, bien sûr, se posent aussi concernant les inégalités entre les hommes et les femmes dans une entreprise. C'est un sujet majeur dans la plupart des entreprises, voire dans toutes les entreprises. Là encore, nous pouvons vous aider à travers des analyses par métier ou par niveau, et en prenant en compte les caractéristiques et les questions d'âge et d'ancienneté des salariés qui influent sur ces écarts, pour construire une étude comparative permettant d'objectiver ces éventuels écarts pour nous permettre par la suite, et avec vous, d'analyser et de réfléchir sur les causes structurantes de ces écarts, ce qui peut expliquer ces écarts, pour par la suite encore vous permettre de construire, réfléchir des pistes de résorption de ces écarts-là qui vous seront utiles dans le cadre de votre dialogue social avec votre employeur. Pour vous montrer un exemple de méthode qui peut être utilisée pour montrer d'éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, vous avez ici un graphique qui montre pour une filière technique dans une entreprise la répartition des salaires par sexe. Alors, chaque petit trait représente un salarié et le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a beaucoup plus de vert dans la partie basse du graphique, donc sur les plus bas niveaux de rémunération, alors que dès que les niveaux de rémunération commencent à progresser, on voit que c'est le gris, donc ce sont les hommes qui sont de plus en plus présents dans les hauts niveaux de rémunération. Et cette analyse qu'on peut faire sur une catégorie de métiers montre bien que les femmes ont des salaires moins élevés, ce qui traduit aussi une évolution moins rapide et l'existence probable ou possible d'écarts pour un même coefficient, qui pourrait être une étude complémentaire pour continuer sur le décortiquage de ces événements. Il y a une multitude d'autres questions qu'on peut aussi se poser à travers la question des rémunérations, notamment cette progression des rémunérations est-elle équitable entre l'ensemble de mes salariés, que ce soit une progression entre sites, quand on a plusieurs sites sur une même entreprise, dans les catégories, entre les hommes et les femmes, et aussi sur d'autres distinctions, notamment celle du temps partiel, puisque un salarié à temps partiel, même s'il travaille moins, ça n'a pas d'impact sur la qualité du travail fourni en fonction de son temps de travail, et donc il est intéressant de vérifier que les temps partiels bénéficient de la même manière que les temps pleins des progressions de rémunération. Une deuxième question qui peut être posée, quel est l'effet cumulé des augmentations générales et individuelles au cours des 5 dernières années, par exemple, qui permet de s'interroger sur une évolution de la rémunération globale et de réfléchir aux conséquences des décisions qui ont pu être prises par le passé en termes d'évolution salariale pour la population. Enfin, une autre question extrêmement importante aussi est celle de la politique de rémunération et de sa capacité à reconnaître les qualifications des salariés, la polyvalence et les efforts fournis. La polyvalence est-elle reconnue à travers un complément de rémunération? Comment la polyvalence est-elle intégrée et assimilée dans l'entreprise? Les efforts fournis, la contribution des salariés est-elle prise en considération? Est-elle reconnue par l'employeur à travers sa politique de rémunération? Et enfin, un vrai sujet du dialogue social, eh bien, la question de quelle évolution souhaite-t-on apporter à notre politique de rémunération dans l'entreprise dans les années à venir, qui est un sujet que les acteurs du dialogue social, dont les acteurs du dialogue social doivent se saisir pour permettre d'apporter à cette politique de rémunération plus d'équité, plus de transparence et plus de satisfaction pour l'ensemble des salariés. Pour toutes ces questions et pour toutes les autres, nous pouvons bien évidemment vous aider à apporter des réponses, et cela passe notamment par une approche d'analyse de base de données individuelle de rémunération, par exemple sur plusieurs années, qui permettra de voir pour l'ensemble du personnel les évolutions dont ils ont bénéficié en prenant en considération leurs caractéristiques, leur appartenance à différents collectifs de travail pour vous permettre d'avoir une vision objective et de mettre à plat vos dispositifs de rémunération dans le cadre d'un dialogue social enrichi. Une dernière question se pose aussi quand on parle de rémunération, c'est bien l'importance des marges de manœuvre économiques et financières de l'entreprise.
Certes, il est essentiel de connaître la politique salariale de votre entreprise, mais on ne peut pas s'empêcher d'aller de regarder la situation économique et financière de l'entreprise qui participera à la définition des marges de manœuvre de votre interlocuteur dans la négociation et qui participera aussi à la construction cohérente de vos revendications dans le cadre des négociations sur les rémunérations. Là encore, Syndex peut vous accompagner, notamment à travers la procédure d'information-consultation sur la situation économique et financière. Voilà, nous en avons terminé pour ce premier webinaire. Nous allons prendre les questions qui ont été posées sur le chat pour tenter d'y répondre. Et je vous invite à suivre nos prochains webinaires qui auront lieu jeudi 5 avril. Ce sera un webinaire sur l'emploi, la formation, les parcours dans la consultation sur la politique sociale, à midi toujours. Et vendredi 6 avril, un webinaire sur les conditions de travail et la prévention dans la consultation sur les politiques sociales. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur syndex.fr pour retrouver l'accès à l'inscription de nos webinaires. Et Syndex, c'est aussi des matinées débats que nous organisons sur la politique sociale. On essaye d'être accessible dans l'ensemble de la France, en tout cas une plus large partie possible de la France. Vous avez tout un tas de rendez-vous sur lesquels nous vous attendons avec impatience à Paris, à Villeneuve-d'Ascq, à Caen, à Aix-en-Provence, à Villeneuve-Banne, à Lorient, à Clermont-Ferrand et à Rennes. Là encore, rien de plus simple, pour vous inscrire, rendez-vous sur syndex.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, une première question nous est posée. Quelle marge de manœuvre de négociation dans le secteur non marchand et que seule la CCN 66 est opposable aux financeurs publics? D'accord. Alors, du coup, c'est Tanguy Lorange qui va prendre la parole pour vous répondre et puis je vais carrément tourner la caméra vers lui. Donc, bonjour Audrey, je crois que c'est Audrey qui a posé la question. Bon, la question déjà, elle illustre la diversité de toutes ces situations où vous êtes, j'allais dire autour de la table, autour de notre table web avec des questions qui peuvent être très particulières. C'est vrai que lorsque la question de la négociation doit être prise, une des premières questions de négociation, ça doit être qui décide en face de soi. Et vous êtes nombreux, mais pas que dans le cadre de la Convention 66, je donnerai d'autres exemples, vous êtes nombreux à avoir en face de vous des négociateurs qui n'ont pas forcément toutes les billes et toutes les clés pour pouvoir négocier. En effet, dans certains secteurs publics, parapublics, vous avez une organisation et puis finalement, qui détient le porte-monnaie? C'est le financeur public, c'est la collectivité territoriale, etc. Ça rend d'autant plus important ce que disait Julien tout à l'heure, qui est allons donc, raison de plus pour aller au-delà des champs traditionnels de la négociation. Votre interlocuteur ou votre partenaire négociation est contraint par un budget sur lequel il n'a pas de marge de manœuvre. Ça veut dire que l'objet de la négociation, ça va être non plus le montant d'augmentation, puisqu'il n'a pas la main, mais comment on alloue plus justement, plus équitablement les budgets dont l'organisation dispose. Comment on va faire en sorte de mettre un garde-fou ou des garde-fous pour qu'avec ce budget qui est contraint et sur lequel en effet le négociateur direction a peut-être moins la main et moins de marge que dans une autre entreprise, comment on va faire en sorte que il y ait des contrôles qui soient faits, il y ait un cadre collectif qui soit fait de manière à ce que ça ne soit pas toujours les mêmes qui ont les augmentations, ou pire, ce ne soit pas toujours les mêmes qui n'ont jamais l'augmentation. On va avoir des dispositifs qui vont essayer d'objectiver l'attribution d'augmentation, voire on va peser pour que les augmentations soient plus majoritairement collectives et plus minoritairement individuelles. Voilà, la question était précise, je fais une réponse à chaud
qui est peut-être général, mais je pense que voilà, ça renvoie à ce que disait Julien, qui est lorsqu'en face de soi, on a un interlocuteur qui lui-même n'a pas forcément la main, et ça peut être le cas aussi dans les entreprises privées, où le DRH, il va recevoir une enveloppe de sa holding quelque part dans le monde, et il n'a pas plus de marge de manœuvre parfois qu'un dirigeant d'entreprise soumis à financement d'une collectivité territoriale. C'est comment on déplace le sujet du quantitatif au qualitatif. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre, en tout cas de tenter d'y répondre avec autant de clarté que vient de le faire Tanguy. Alors, nous avons une première question d'Audrey. À quelles informations pouvons-nous avoir accès? Je pense notamment aux rémunérations individuelles. Peut-on, doit-on nous les communiquer? Alors ça, c'est toujours une question qui revient de la part des négociateurs sur le type d'informations auxquelles on doit avoir accès. Le législateur n'a pas défini très clairement un ensemble d'éléments très pointus, mais toutefois, vous avez quand même tous les éléments d'évolution sur la masse salariale. Il y a les bilans sociaux qui sont des premiers éléments, et vous pouvez, dans le cadre de vos négociations, faire des demandes spécifiques, notamment pour comprendre la répartition des masses salariales, des sommes des salaires par catégorie, par éventuellement niveau de classification. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à exprimer des demandes précises sur ces sujets-là pour vous permettre de construire vos revendications. Concernant la question de des rémunérations individuelles, nous, l'employeur n'a pas d'obligation de vous fournir des éléments précis sur les augmentations individuelles qu'il prévoit, en tout cas sur l'ensemble des mesures individuelles qu'il envisage de mettre en place. Il doit vous donner l'impact que auront ces mesures individuelles sur la masse salariale, qui est un premier élément de compréhension pour vous de mesurer le poids de cette partie individuelle dans ce qui est envisagé en termes d'augmentation. Mais là encore, il ne faut pas hésiter à insister et à demander des informations sur ces sujets-là pour vous permettre d'être au plus près possible des problématiques des salariés et d'être le mieux équipé possible pour construire vos revendications. J'espère avoir répondu de façon satisfaisante à la question. Non, un complément de réponse par Tanguy. Non, ce n'est pas un complément de réponse, c'est une autre question de Rémi. Oui, on a dit qu'on travaillait avec des bases de données du personnel. Alors, je précise, une base de données du personnel, c'est quoi? C'est en général un fichier Excel avec une ligne par salarié, et puis en colonne, on a des éléments qui vont nous permettre de faire des catégories, catégories socio-professionnelles, métier, âge, ancienneté, etc., hommes-femmes, et puis des données qu'on va vouloir mesurer. Les salaires, les primes, les pourcentages d'augmentation. L'obtention de ces bases de données qui sont pour nous un élément très, très structurant et sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on a maintenant pas mal d'expérience dans le traitement de ces bases de données. Ça a été la construction d'un parcours jurisprudentiel long, début des années 2000, que Syndex a d'ailleurs très très largement porté, avec plusieurs décisions majeures. Alors je dis jurisprudence, ça veut dire qu'une jurisprudence peut toujours être contredite, mais là on est quand même sur une tendance de fond. Les bases de données font partie de l'information auquel l'expert a droit. Vous, en tant qu'élu, en tant que représentant syndicaux, vous ne les aurez pas, mais par contre, votre expert, lui, peut y accéder. Et deux, puisque ça avait été une objection qui avait été, et que vous entendrez peut-être, faite par des directions, en disant oui, mais la loi ne nous impose pas de créer un document pour l'expert. Et la jurisprudence a dit, mais une base de données, c'est pas
un document créé pour l'expert, ce sont des données qui existent et qui doivent être mises à disposition de l'expert. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi savoir que le travail que nous faisons, les traitements que nous faisons et les restitutions que nous en faisons se font également dans un cadre de confidentialité et d'anonymisation des données, bien sûr, parce qu'il existe la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, parce que nous sommes cabinet d'expertise comptable et que nous avons des contraintes ordinales, et puis parce qu'on a aussi nos propres règles déontologiques, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que l'avantage de travailler sur ce type d'informations, les bases de données, va nous permettre d'orienter nos investigations au plus près de vos préoccupations. C'est-à-dire que souvent, les reportings sociaux, bilan social, les données NAO sont parfois très, très génériques. On vous donne des moyennes, par exemple, de salaire. Monsieur et Madame Moyenne n'existent pas. Nous avons la possibilité, tout en restant dans un cadre de confidentialité, nous avons la possibilité de travailler sur ce que Julien présentait tout à l'heure, c'est-à-dire des dispersions de salaire. Et donc, ce recours aux bases de données sur mission rémunération, mais aussi sur mission formation, sur beaucoup d'autres missions, qui est un privilège d'investigation de l'expert, peut vous amener des visions et des traitements et des restitutions très très différentes et très complémentaires de ce que vous montre ou de ce que ne vous montrent pas les informations remises par l'entreprise. Merci. Eh bien, voilà qui va mettre fin à ce premier webinaire Syndex. Nous vous remercions tous de bien avoir voulu participer avec nous. Je vous invite à vous inscrire au webinaire du 5 avril et au 6 avril. Et nous espérons, Tanguy et moi, avoir la chance de vous revoir très bientôt. Merci à tous.